Bonjour. Allô? Moi, c'est Audrey-Anne. Moi, c'est Delphine. On va vous expliquer pourquoi on fait cette vidéo en format vidéo. En fait, on devait faire la conférence J'accepte en avril dernier à la salle Georges Beaulieu au Cégep. Puis malheureusement, avec la pandémie, on a dû annuler. Puis on voulait quand même garder une trace là, de cette conférence-là. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Il y a de ça une dizaine d'années, il y a un professeur en éducation spécialisée. Il m'a offert d'aller faire des témoignages dans son groupe. Sur le coup, j'ai tout de suite refusé parce que j'étais gênée, il fallait les gens. Mais je me suis révisée que ça allait être un bon défi de combattre ma peur. Et en même temps, c'est gratifiant pour moi d'enseigner quelque chose aux gens qu'il n'y a pas grand monde qui peut faire. Mais à ce jour, je suis rendue à environ 60 de témoignages donnés. Celle-là va sûrement être la dernière enregistrée. Parce que plus que ça va, plus que j'ai de la misère à parler. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui et que je participe à cette fabuleuse conférence, en fait, d'abord, Audrey et moi, on est amis depuis maintenant un peu plus d'1 an seulement. On va vous expliquer plus tard là, comment on s'est connus. Mais c'est ça, Audrey fait des conférences au Cégep là, à chaque année. Puis le bémol, c'est que souvent, ça se donne dans la même semaine de cours. Fait que si l'enseignant donne l'invite 3 fois, c'est 3 fois dans la même semaine. Puis Audrey était allée le lundi faire une conférence en travail social, je crois. Puis ça s'était plus ou moins bien passé à ses yeux. T'es très difficile aussi envers toi-même. Mais il y a une histoire de son chien là, qui avait mangé quoi d'ailleurs? Un saran wrap. Une boule de saran wrap. Fait que là, elle avait dû gérer ça, donc surveiller tout ce qui sortait du chien. Puis on n'a jamais retrouvé la boule de saran wrap. Mais Audrey sait que son chien, il vomit quand il mange de la crème glacée. Fait que elle lui a donné de la crème glacée pour essayer d'éjecter cette boule de saran wrap. Mais ça n'a pas marché. Fait qu'elle s'est dit, il vomit aussi quand il mange des pogos. Fait qu'elle est allée y acheter un pogo à la cantine, puis elle lui a donné un pogo. Et le saran wrap, il n'est pas sorti non plus. Fait que bref, elle a géré des gros problèmes cette journée-là, voyez-vous. Fait que le lendemain, quand je suis allée la voir, elle m'a dit, ça n'a pas bien été hier, blablabla, puis elle y retournait le lendemain. C'est une très longue histoire que je vous raconte. Mais finalement, je lui ai dit, si tu veux, je peux y aller avec toi. Fait que comme ça, on va se passer la balle, puis je vais pouvoir te donner un coup de main, puis voilà. Puis ça a été super le fun. Je pense que ça a été bien reçu, puis nous aussi, on a aimé ça. C'est la raison pour laquelle on a dit, on pourrait continuer de les faire ensemble. Voilà. Pourquoi? Cette fois-là où j'ai accompagné Audrey, c'était au mois de février, là, puis justement, après, on a planifié la conférence J'accepte, là, 2 mois plus tard, là, c'était en avril de la même année. Je m'appelle Audrey-Anne Bélanger, j'ai 28 ans et je viens de Rimouski. Je suis diplômée en comptabilité et gestion et je suis aussi atteinte d'ataxie de Friedreich. L'ataxie de Friedreich, c'est une maladie neuromusculaire dégénérative du système nerveux. Cette maladie touche tous les systèmes du corps, puis la perte de coordination et d'équilibre entraîne des déplacements en fauteuil roulant. À ces problèmes est associée une difficulté d'élocution, de la fatigue, des problèmes pulmonaires, des problèmes du nerf auditif et visuel, du diabète, de la douleur, une scoliose et des pieds déformés. Le muscle cardiaque est aussi touché, ce qui a pour résultat une espérance de vie réduite. La maladie est dégénérative, ce qui veut dire que plus que je vieillis, plus que ça l'empire. Revenons en arrière un petit peu. J'ai eu la chance d'avoir 2 parents en or, un père persévérant, travaillant et fier de ses filles, ainsi qu'une mère toujours à l'écoute pour partager mes joies et mes peines. J'ai aussi une sœur de 4 ans, mon aînée. Ma sœur est ma moitié, celle sur qui je peux toujours compter.
Nous avons grandi dans un environnement remarquable et nos parents nous ont enseigné de belles valeurs. Papa nous faisait une patinoire dans la cour, malgré ses limitations, pour que nous puissions nous amuser durant l'hiver, et maman passait ses après-midi à bricoler avec nous lorsqu'il faisait trop froid pour aller dehors. Avant mes parents fondent leur famille, ils ont été consultés en génétique au Québec afin de passer des tests de gènes parce que mon père avait le test fédéral. Après les tests, ils ont eu le feu vert pour bâtir leur famille parce qu'il n'y avait pas plus de chance de transmettre le taxi qu'une autre maladie. Les tests sont beaucoup plus fiables aujourd'hui. Maintenant, ils font des tests sanguins. Avant, en 1980, le généticien il dessinait un arbre généalogique selon les informations que les parents lui donnaient. Fait qu'eux, ils retraçaient là, toute l'histoire de la famille. Puis c'est là-dessus qu'on se basait pour déterminer si quelqu'un dans la famille avait la maladie ou était porteur. Puis c'est ce type de test-là qu'ont réalisé les parents d'Audrey. Ce qui fait que si on omettait un détail ou on savait pas quelque chose, ben là, tout d'un coup, on disait, oh non, il n'y a pas de chance. Mais dans le fond, ils ne savaient pas le fond de vérité. Là. J'ai eu une enfance comme toutes les autres petites filles de mon âge. Je courais, je dansais, je faisais ce que je voulais. Et rendu à une dizaine d'années, là, j'ai commencé à trébucher partout, à rater une marche quand je montais l'escalier. Quand j'avais environ une douzaine d'années, je suis allée consulter mon médecin de famille pour une bronchite. Et là, j'étais vraiment affaiblie. Et le médecin n'a pas aimé voir mes symptômes neurologiques. Alors, il m'a référé à un neurologue spécialisé. Le rendez-vous était le 25 août 2005, soit 5 jours avant ma rentrée scolaire en secondaire 2. J'avais alors 13 ans. Mes parents et moi sommes montés en neurologie en arrivant à l'hôpital de Sainte-Justine. Le neurologue s'est installé au bout du couloir de la salle d'attente lorsque mon nom a été appelé. Il voulait me regarder marcher. J'ai rien vu de ça, car je balayais le sol de mon regard afin de rester en équilibre. Par contre, mes parents ont bien vu là, ce qui se passait. Le médecin hochait la tête en faisant signe que non. J'ai passé quelques tests pour voir mes réflexes et aussi celui de l'électricité dans les mains pour connaître mon temps de réaction. Le diagnostic est tombé quelques minutes plus tard. J'avais moi aussi l'ataxie de Friedreich. Ma sœur, elle n'a pas l'ataxie de Friedreich. Je me fais souvent demander comment je vis ça et si je suis jalouse d'elle. En aucun cas, je pourrais être jalouse de ma sœur. Mais en fait, je suis contente pour elle qu'elle soit en santé. De la vie en général, on peut-tu arrêter d'être jaloux des autres et simplement être content pour eux? Lors de l'annonce de mon diagnostic, dans ma tête d'enfant, je me suis dit que ma vie était finie et que je pourrais jamais faire de patinage artistique. Eh bien, j'avais tort. À ce moment-là, mes parents savaient ce qui allait se produire, que le fauteuil roulant deviendrait une nécessité. Ils se sont alors donné comme mission de me fournir tous les outils nécessaires afin que je profite au maximum du temps où je marchais encore. Inconsciemment, j'étais à la fois soulagée d'avoir un mot à mettre sur mes symptômes. J'avais maintenant qu'est-ce que j'avais. J'ai eu la chance d'avoir mon père se débrouiller dans la vie. Il se disait que j'avais une belle vie malgré tout. Moi, mon père, il avait la taxi. Et il était avec moi dans mon salon. J'ai pas besoin de googler pour savoir c'était quoi la taxi de Friedreich. Ma mère m'a inscrite à des cours de patinage artistique. C'était un de mes rêves. Ma mère m'amenait patiner au parc Beau-Séjour tous les soirs d'hiver. Parfois, on y allait 2 fois dans la même soirée, puis d'autres fois, je patinais quelques minutes, puis j'étais fatiguée. Mais elle me remettait toujours mes patins avec le même plaisir.
J'ai aussi participé à ma sortie scolaire de ski. Ma mère s'est organisée pour que j'aie un professeur privé de planche à neige toute la journée. J'ai fait cette sortie avec mes amis, comme tout le monde. Plus tard, vers mes 16 ans, mon père a persévéré pour que j'aie mon permis de conduite de véhicule adapté. Il a fait venir le professeur ainsi que la voiture de Matane à 1 heure de route où j'habitais, parce que ce service-là n'était pas disponible à Rimouski. Il a déboursé énormément d'argent, mais pour lui, c'était essentiel. J'ai conduit quelques années, puis j'ai redonné mon permis ensuite, car je voulais pas conduire quand j'étais fatiguée. Puis cette fatigue fait d'ailleurs aujourd'hui partie intégrante de ma vie. Je dois composer avec elle tous les jours. Étonnamment, ça m'a pas dérangé d'ordonner mon permis de conduire. Mais je me suis dit que j'avais de bons souvenirs. Il fallait que je passe à autre chose. Puis aussi, c'est comme ça dans toutes les sphères de ma vie. Je dois être contente que les choses se passent. En profiter au maximum, mais je sais que je les aurai pas pour longtemps. Puis ça, de toute façon, on s'est entendu pour dire qu'on devrait tous penser comme ça, qu'on ait un handicap ou pas. Je peux pas décrire tout ce que ma famille a fait pour moi, car on serait ici longtemps. Mais elle n'aurait pas pu plus me donner. Je me souviens d'un moment en particulier où j'étais tombée dans la cuisine et m'étais frappé la tête sur le réfrigérateur. Je pleurais non pas de douleur, mais plutôt de frustration. Mon père est venu me voir, m'a tendu la main, puis il m'a dit « T'en fais pas, je suis déjà passée par là. » Ensuite, j'ai débuté ma crise d'adolescence. Déjà, c'est pas facile de passer au travers de cette période-là sans limitation. Alors, imaginez qu'on en a. Et je vais composer avec le fait que ma vie elle est vraiment différente de ce que j'avais prévu. Et je manquais le contrôle et je l'ai un peu dépassé par les choses. Quelques mois après mon diagnostic, j'ai eu mon premier fauteuil roulant. Il était plié dans le sous-sol. Je le prenais seulement en voyage. Si quelqu'un me parlait de mon fauteuil, j'avais envie de lui dévisser la tête. Mes parents et ma sœur ne m'ont jamais brusqué pour me convaincre de l'utiliser. Ils m'ont toujours respecté dans cela. Je n'aimais pas trop me faire aider par le personnel de l'école. Toutefois, j'acceptais l'aide de mes amis sans trop de problèmes. Ils m'offraient leurs bras pour m'accrocher afin de m'aider à marcher. J'ai toujours eu une bonne confiance en moi. Je suis extrêmement sociable et mon parcours a été beaucoup médiatisé, ce qui fait que les gens de mon école ou de ma ville connaissaient tous mon histoire. Personne ne faisait des remarques désobligeantes sur ma démarche ou ma façon de bouger et de parler. Je me suis rendue jusqu'à mon bal de finissant debout. Ce fut une excellente soirée. J'ai pu danser avec mes amis et profiter de chaque instant au maximum. C'est important pour moi de m'y rendre debout parce que mes repères étaient debout. J'avais fait tout mon secondaire debout. Mes amis m'avaient toujours vu debout. C'est pas fait de sens d'aller à mon bal assis. Dans mes derniers temps debout, je m'entraînais au gym. Je suis tombée et avant de reprendre mon courage pour me relever, j'avais juste envie de pleurer. La plupart des gens qui s'entraînaient et qui m'ont vu sont venus à mes côtés et se sont assis avec moi par terre au milieu du gym. C'était une énorme vague d'amour et les gens étaient avec moi. Même encore aujourd'hui, je ressens cette même sensation de la part de tous les gens qui m'entourent de près ou de loin. Ils m'apportent le même réconfort et support, peu importe la situation. Quand Audrey était au cégep, il y a un enseignant en fait de français qui lui a permis de faire ses examens à la maison. Fait qu'au lieu, exemple, l'examen final là, de se présenter au cégep à 8h puis d'avoir entre 8 et midi pour faire la rédaction, ben là, elle avait 24 heures. Fait qu'elle avait la journée. Fait que comme ça, elle pouvait commencer, faire un petit bout, prendre une pause, aller se coucher, manger, puis s'y remettre. Fait que c'était une belle... Ouais, c'était intéressant. C'était intéressant, puis c'était pertinent, c'est pas... Voilà. On a parlé tantôt qu'on était amis depuis seulement 1 an, mais en fait, il y a 1 an, un petit peu plus qu'1 an, là,
Audrey a partagé sur Facebook une vidéo que Ami Télé avait produit. Puis on la voyait chez elle, puis elle expliquait un peu genre comment ça allait, puis ce qu'elle faisait, puis tout ça. Puis ça a passé là, dans mon fil d'actualité. Puis j'ai été super interpellée par sa vidéo. Puis je me suis c'est comme venu me chercher. Puis là, j'avais cette espèce d'émotion-là. Puis je me disais, je pourrais juste comme dire, ah mon Dieu, c'est touchant, c'est beau. Puis tasser ça. Mais j'avais comme pas envie d'en rester là. Je savais qu'Audrey, des fois, elle cherchait des gens là, pour lui donner un coup de main. Fait que je lui ai écrit. Puis là, elle m'a dit, ah oui, super, c'est cool, tout ça. Mais après ça, j'ai pas eu de nouvelles. Fait que j'ai dit, oh, elle a trouvé ça très bizarre. Mais finalement, elle avait pas trouvé ça si bizarre que ça parce que comme 2 mois peut-être plus tard, elle a créé, c'était ça. 2 mois. 2 mois. Elle a créé une conversation Facebook avec tous les gens qui lui offraient son aide. Puis là, elle a à un moment donné, elle a écrit j'ai besoin d'aller à Québec pour faire ouvrir mon plat. Y a-tu quelqu'un qui veut m'accompagner? Fait que là, moi, je pouvais, puis j'étais là, c'est un peu weird parce qu'on se connaît pas, puis là, je dis, viens dans mon char, je vais t'amener à Québec, tu sais. Peut-être que je suis une malade mentale ou je sais pas. Mais elle avait pas peur parce qu'elle a dit, ouais, super. Elle était super contente. Puis là, je me suis dit, je suis pleine de bonnes intentions. Si elle trouve ça bizarre, ben c'est elle la pire, là, tu sais. Fait que finalement, le lendemain, on s'est rendu à Québec. Puis c'était super cool. Puis on a jasé, on a mangé des sushis, on est allé à l'hôpital. Puis c'est drôle parce que quand on était dans la salle qui ouvrait son plat, puis c'était vraiment cute, l'infirmière a dit « Hey, vous vous connaissez depuis quand? » Puis là, on était comme « Ben, depuis un matin. » Puis elle n'en revenait pas parce qu'elle trouvait qu'on était donc bien complices, puis ci, puis ça, puis là, elle pensait qu'on était des super longues amies d'enfance. Puis c'est quelque chose qu'on s'est souvent fait dire par les préposés aussi, genre... Quand là, genre, vous vous connaissez depuis quand? Puis là, on est comme, ça fait 2 semaines. Puis là, non. Voilà. Donc, quelle belle amitié. Lorsqu'on reçoit un diagnostic, peu importe lequel, on doit passer par les étapes du deuil. Le deuil de ta vie imaginée, le deuil de tes capacités. On doit apprendre à trouver des nouveaux repères. Les phases du deuil sont plus ou moins longues, dépendamment de la personne. Maintenant, je suis dans l'acceptation de la situation. J'avais 2 choix dans ma vie, m'apitoyer sur mon sort ou bien foncer. On perd tellement de temps avec des choses qui n'en valent pas la peine. Il y a personne à la fin de leur vie qui dit j'aurais dû travailler plus ou avoir une plus grosse maison. La vie est trop courte pour le drame. Après mon secondaire, je suis entrée au cégep de Rimouski en technique d'architecture. J'ai fait 1 an. Ensuite, je me suis inscrite en technique de comptabilité et gestion. J'ai récemment obtenu un DEC. Je suis rentrée au cégep, j'ai décidé d'utiliser mon fauteuil roulant. C'était une belle liberté parce que depuis des années, je me sentais plus en sécurité de marcher seule. Mes amis devaient m'aider en m'offrant leurs bras pour que je puisse m'agripper. En étant en fauteuil, j'ai retrouvé l'autonomie que j'avais perdue. J'avais plus de plaisir à marcher, puis je voyais 2-3 marches d'escalier comme une montagne. Puis ça m'empêchait de faire des activités qui nécessitaient que je marche. En février 2011, je suis allée en Chine avec mon amie Jade pendant 2 mois afin de recevoir un traitement de 8 injections de cellules souches. Ce traitement m'a aidée pendant 6 mois. Avant de pouvoir bénéficier de ce traitement, j'ai lancé une campagne de financement avec M. Robert Gagnon, ex-policier communautaire. Déterminés, ensemble, nous avons amassé 45 000 $ en 8 mois. J'ai préparé ce traitement pendant 1 an. Tous les citoyens de ma région m'ont aidé à recueillir les fonds nécessaires. Ça me fait encore chaud au cœur de voir comment les gens d'ici m'ont supporté et me supportent encore. J'avais espoir en ce traitement de bien remarcher et même de guérir et j'avais beaucoup d'attentes. Ce traitement m'a aidé à court terme, mais pas comme je l'avais espéré.
Ça m'a donné l'opportunité de cheminer dans ce que je voulais vraiment de ma vie. Je voulais plus espérer guérir et essayer d'autres traitements. Je trouve que la société d'aujourd'hui est portée à attendre le bonheur, attendre d'être en santé, attendre d'être riche, ou attendre que tout soit dans des circonstances parfaites avant d'agir, au lieu de se contenter de ce qu'on a maintenant. Pour ma part, je veux continuer d'être heureuse et épanouie avec ce que j'ai aujourd'hui. J'ai plus envie de me faire dire, tu peux déjouer les pronostics et même, tu peux guérir. Je préfère accepter ma situation telle que je la vis, profiter de ce que j'ai et vivre l'instant présent. Accepter signifie pour moi de lâcher prise sur ce que nous n'avons aucun contrôle. En revenant de la Chine, je me suis fait proposer un appartement de rêve adapté à mes besoins et avec l'aide de préposés. Cette aide, je l'accepte bien car en me faisant aider pour certaines tâches, j'ai plus d'énergie pour d'autres projets. Ce que j'aime d'une intervention, c'est que les gens respectent ma lenteur à parler, à bouger et à comprendre. Et j'aime pas ça les gens qui me disent « Hey, t'en as perdu ». Parce qu'on me fait dire que j'en ai perdu, j'ai pas besoin de personne pour m'en rendre compte. Je bénéficie maintenant d'un chien de la Fondation Mira. Il m'apporte beaucoup d'autonomie en tirant mon fauteuil. Ensemble, nous allons partout. De plus, il ramasse mes objets par terre, il va chercher le téléphone, il appuie sur les boutons de porte handicapée et surtout, il m'apporte présence, sécurité et réconfort. On fait des blagues parce que souvent, Audrey, elle se promène avec son chien, puis elle entend des gens qui disent « Ah, ça fait pitié, ah, il fait pitié », tout ça. Puis Audrey m'a expliqué très vite c'était quoi son point de vue sur son chien, là. En fait, Tomiko, il la suit partout. Puis elle, c'est ce que tu dis, c'est juste, regarde, il y a des gens là, qui ont des chiens, puis leur chien, il reste tout seul ou il est enfermé dans la maison pendant 8 heures, le temps que les gens vont travailler. Moi, mon chien, il vient avec moi, que ce soit au travail ou il est tout le temps, puis je veux dire, son chien, là, si on éloigne Audrey, là, ne serait-ce que de 2 mètres, là, il capote là, sa vie, là, il veut pas être séparé de son maître, là. Puis là, on fait des blagues parce que là, quand on rentre quelque part, là, je dis à Tomiko, là, t'oublies pas, faut que tu fasses pitié, là. C'est ça ta job, là. Faut que t'envoies, vas-y, fais ton travail. Mais voilà, ce chien est, ma foi, très heureux, hein, du moins à mon avis, là. Dans mon quotidien, ma pire ennemie est la fatigue. Avec le facteur fatigue, mon problème d'élocution me rend parfois inconfortable. Souvent, juste m'habiller, me maquiller ou me coiffer m'épuise. J'ai découvert que la chambre hyperbare me redonne un niveau d'énergie satisfaisant afin d'avoir une bonne qualité de vie. Je me suis encore lancée dans une campagne de financement pour acquérir une version portative pour mon domicile. J'ai amassé 11 500 $. En mettant dans mon caleçon hyperbare, ça passe mes cellules à être plus nourries. Ça diminue ma fatigue. Mais ça ne guérit pas, mais ça me permet d'avoir un niveau de vie satisfaisant. Je suis une personne qui aime les sports et la piscine. Même si mon entraînement débute dès que je me lève, je vais à la piscine 3 fois par semaine. J'ai maintenant une station debout, un bel appareil où je peux me mettre debout sécuritairement. Je crois qu'avec de la volonté et de la persévérance, on peut faire ce qu'on veut. J'ai déjà fait du crossfit, de la plongée, de l'équitation, du kayak. J'ai aussi participé à 2 marathons, 4,2 km et 10 km en chaise et en vélo adapté. Le soir, en allant dormir, je prends le temps de me féliciter pour mes accomplissements de la journée. J'aime aussi les voyages. Que ce soit adapté ou non, ça me dérange pas parce que on trouve toujours des solutions. J'aime bien saisir l'opportunité quand elle s'offre à moi.
J'ai déjà voyagé dans plusieurs États des États-Unis. J'ai déjà allé en Chine, en Islande, plusieurs fois dans les pays du Sud, dans l'Ouest canadien. C'est à peu près ça. J'aime aussi peindre. J'aime concentrer toute mon attention dans une tâche, puis la peinture m'offre cette possibilité. Il s'agit également d'une occasion pour moi de me surpasser et de garder ma motricité active. Toutefois, je peins avant tout pour le plaisir. Il s'agit d'une activité qui me nourrit. Offrir mes peintures est une occasion pour moi de laisser des petits bouts de moi en étant convaincue que mes toiles seront toujours là quand moi, je n'y serai plus. Puis là, vous vous dites, ah, elle peint. Là, puis là, elle peint. Ah, elle peint, c'est cool, c'est intéressant. Non. Elle peint, là. Alors, j'imagine qu'on peut vous le montrer. Parfois, je trouve que c'est fâchant lorsque je m'habille seule et que ça me prend 22 minutes ou lorsque je suis trop fatiguée pour parler clairement. Je suis mécontente lorsqu'un rendez-vous d'1 heure à l'hôpital me prend en réalité une demi-journée. Parce que tu comptes le déplacement, mais là, il faut que tu arrives d'avance pour avoir le transport. Puis là, peut-être qu'il est en retard, puis là, il arrive pas, mais c'est super. Fait que là, après ça, il faut que tu prévois aussi ce temps-là après pour arriver à l'avance, pour l'attendre, pour finalement arriver. Voilà. Donc, je suis mécontente aussi lorsque me déplacer l'hiver devient infernal. Parce que là, le sol de mon appartement devient tout mouillé, puis mes manches de vêtements sont toujours sales. Puis en plus, il n'y a pas de pneus d'hiver sur un fauteuil roulant. Et je suis révoltée lorsque je subis le manque d'informations du personnel soignant aidant. Donc, de toujours devoir faire face au roulement de personnel et de toujours devoir réexpliquer comment faire telle ou telle chose. Il y a aussi les gens maladroits avec la situation. À un moment donné, j'attendais mon transport adapté pour aller à la piscine. Mais il y a un monsieur qui me dit « Ah, c'est normal, valeur. Une belle fille comme toi, on marche de même. » Puis là, toi, tu y réponds quoi? Mais là, dans ma tête, je me suis dit « Est-ce que ce serait moins grave si j'étais là, toi? » Une autre fois, il y a un gars de mon âge. Il est venu me voir et il m'a dit hey, je te voyais souvent de loin et je pouvais pas m'imaginer à quel point t'avais de la misère à parler. Mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Mais c'est maladroit, là. C'est très maladroit. Oui, mais tu sais, sinon, il y a tous les gens qui vont t'aborder, puis avant même de te demander, genre, c'est quoi ton nom, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui disent, qu'est-ce que t'as? Ouais. Hein, comment ça, t'es en fauteuil? C'est comme, hey, on peut-tu, genre, commencer par les... Ben, se connaître, puis c'est bonjour, puis... Pas, les gens veulent alimenter leur espèce de curiosité maladive, là, Ouais. Oh. Voilà. En région, j'ai déjà demandé de suivre une formation de fauteuil roulant pour gravir des obstacles. Puis on m'a répondu qu'avec l'ataxie, je serais jamais assez forte. Eh bien, j'ai suivi cette formation à Montréal, puis j'ai été capable de le faire. Je suis également frustrée lorsque j'arrive dans un lieu qui est soi-disant adapté par l'homme, puis ça, c'est l'homme qui marche qui dit ça, comme les hôtels, où, tu sais, qu'on va se vanter que la salle de bain est adaptée d'une façon incroyable. Mais... en fait, c'est apparemment pas l'ingénieur qui marche qui peut savoir que je passe pas dans le cadre de porte ou quand je vais aller aux toilettes puis il faut que je ferme la porte, ben c'est impossible de le faire. Puis tu deviens vraiment irritable quand tu tombes plusieurs fois aux toilettes. Ça, c'est ses mots, elle. Quand même. Parce qu'on va souvent aux toilettes dans une journée. Fait qu'à un moment donné, ça peut-tu bien aller? Ouais. Je deviens exaspérée lorsque j'aboutis souvent à l'hôpital. Mais la colère, c'est une émotion négative, puis il faut pas s'accrocher à celle-là. Ça t'apporte rien de bon. Puis tu sais, souvent, ben justement, Audrey a comme vraiment une belle vision de la vie, puis tout ça.
Ce qui fait que, tu sais, elle veut être positive, puis elle veut pas se plaindre, puis elle veut pas, mais, tu sais, fait que ça a l'air beau, genre, ça a l'air tout magique et parfait, mais, tu sais, en vrai, il y a tellement de choses qu'elle nous dit pas, ou qu'elle dit, mais pas longtemps, ou elle veut pas trop s'arrêter là-dessus, mais, tu sais, elle a mal, là. C'est souffrant, ce corps. Fait que, tu sais, il y a tellement une espèce de gros travail mental de juste comme se convaincre soi, mais aussi être pas, tu sais, sans vouloir être lourd pour les autres ou négatif. Comme tu veux pas être entouré de gens négatifs, mais il demeure que la situation est particulière, puis ta réalité, c'est que ton corps te fait souffrir, là, tu sais. Mais je me dis souvent que même si je me plaindrais, mais que ça me donnerait plus. La pitié, les gens auraient pitié. C'est ça, tu C'est fais ça ça. que tu veux, tu sais? Non! Quand je suis découragée, je me dis qu'il y aura toujours des gens qui sont pires que moi. Alors avant de me plaindre, je regarde autour de moi puis je vois que c'est pas si pire. Je me répète souvent que rien n'arrive pour rien, que si ma vie est ainsi, c'est que je suis assez forte pour la traverser la tête haute. Quand je dis beaucoup que je me compare et je me dis que ça pourrait être pire, à un moment donné, j'étais dans la salle de réveil après une de mes opérations et j'avais tellement mal au dos. Et à côté de moi, il y avait une petite fille qui avait une récidive de cancer. La petite avait peut-être 10 ans. Mais donc, j'ai révélé mon mal de dos, puis j'en ai pas trop parlé. Mais je me suis dit, ça pourrait être pire. Je vois mon handicap comme une opportunité et non pas une limite. Tout est une question de perception et d'attitude. On en a déjà parlé quelques fois, mais tu sais, la vie que tu as en ce moment, c'est la vie que tu as, tu sais, en fonction de qu'est-ce qui t'est arrivé. Puis tu sais, si tu avais toutes les gens de qui t'es entouré, toutes les personnes que tu as connues, toutes les choses que tu as faites, puis cette espèce d'empressement de vivre, que en même temps, tu aurais pu décider de pas avoir, même si tu avais la maladie, mais ça fait que ta vie, tu sais, elle est belle, mais elle est belle aussi grâce à la taxi, tu sais. Parce que ça l'a changé la donne complètement, mais ça fait la vie que t'as, tu sais. Je serais pas entourée de même belles personnes si j'étais sur 2 pannes et en santé que maintenant. Chaque personne fait face à ses propres défis. Toutefois, ces défis ne nous définissent pas. C'est notre façon de réagir à ces derniers qui fondent notre identité. Je me fais souvent dire que tout a l'air de bien aller pour moi, mais j'ai une belle vie. Je sais que ça va bien aussi, parce qu'il m'en arrive des affaires que des fois c'est pas drôle. Je suis une personne qui vit à fond. Je vois mes capacités diminuer de jour en jour, alors je veux savourer chaque instant de ma vie tandis que je suis en forme. Mon espérance de vie est réduite en partie à cause de mon cœur, ce qui fait en sorte que je n'ai pas le temps d'attendre. Je ne trace aucun plan pour mon avenir. Je sais que je veux travailler un peu et faire du bénévolat en comptabilité. J'aimerais voyager et réaliser quelques rêves. J'en ai déjà accompli plusieurs, comme voir des aurores boréales, recevoir un traitement en Chine ou bien voyager. Aller en Islande pour voir des aurores boréales et me baigner dans le lagon bleu était vraiment mon rêve le plus précieux. Je ne base pas ma vie sur l'attente de guérir. Je fais ce qui me rend heureuse maintenant et je me tiens en forme autant physiquement que mentalement. Parfois, je fais la rétrospection de ma vie et je me dis que 28 ans, j'ai vécu plus de choses que la majorité des gens n'en vivront jamais dans toute leur vie. Il m'arrive plein de belles choses et j'ai une belle vie. J'ai une famille incroyable qui me supporte, des amis exceptionnels, un travail et du bénévolat que j'adore, des gens compréhensifs qui m'entourent, et j'en passe. Lorsqu'on s'accepte soi-même, tout va pour le mieux par la suite. Je suis extrêmement reconnaissante de tout ce que les gens m'apportent.
Plusieurs me disent que je suis chanceuse. Je leur réponds que l'on fait notre chance. Si je te détestable et négative, je n'aurais pas des bonnes personnes qui m'entourent comme ça. Que les gens, ils veulent pas être avec quelqu'un de pas vrai. Qu'est-ce que les gens disent à propos de la chance? Il y a aussi beaucoup de commentaires déplacés. Ça peut être simplement: t'es chanceuse de pouvoir te stationner dans un stationnement bleu pour handicapés pour être plus proche de la pomme. Aussi, en parlant avec un médecin du programme de pré-bourse, il m'a dit: tu vas être chanceuse, toi. Vu ta maladie, les prêts te seront versés en bourse. Ce qu'il ne savait pas, vu les critères de ce programme, j'avais l'équivalent de 3 000 $ par année. Ce qui était nettement insuffisant pour payer tous les frais reliés à mon loyer. Si t'es chanceuse, tu peux rentrer d'avance au spectacle, hein? T'es vraiment chanceuse. Tu sais, le monde, il dit ça. Ah non, c'est pire. La personne a dit à la personne qui accompagne Audrey, oui. Hey, c'est le fun d'avoir des amis de même, hein? Tu peux rentrer d'avance au spectacle. Ouais, mon amie, elle n'a pas trouvé drôle. Bon spectacle, madame. Voilà. L'année 2015 a été bien éprouvante pour moi. J'ai pris une année sans cégep pour subir une hystérectomie partielle bien désirée. Je savais que je voulais pas d'enfant depuis longtemps et que j'ai assez de moi à m'occuper, sans compter les menstruations et la complexité de la contraception avec mes antécédents médicaux. Les gens, elles menstruent. Pour une femme sur 2 pattes, c'est difficile. Alors pour moi, c'était vraiment inimaginable. On va préciser que l'hystérectomie, c'est qu'ils ont enlevé quoi? L'utérus. L'utérus. Donc tu ne peux pas porter d'enfant. Oui. Puis t'es plus menstruée. Oui. T'es chanceux. Ouais. En même temps, ça me permet de pas prendre de contraception. J'ai plus jamais peur d'être enceinte. Les gens en fauteuil ont une vie sexuelle. Voilà. Depuis le 5 novembre 2015, mon papa, qui vivait avec de fortes douleurs 24 heures sur 24 malgré la médication, a fait un infarctus fatal. C'est ma grand-mère paternelle qui l'a retrouvé à son domicile sans vie. Selon le médecin, il a cligné des yeux puis il est parti comme ça. Il a toujours souhaité mourir de cette façon. Au début de l'année 2017, j'ai frappé un mur et j'ai fait une dépression. J'ai eu peur d'où mon état allait me mener. J'étais fatiguée du moindre effort, j'étais irritable et frustrée. J'avais de la difficulté à gérer la douleur, j'avais de la misère à gérer le deuil de mon père. Bref, je suis humaine et j'ai déconnecté. J'ai été assez forte pour en parler à ma belle amie Jade et demander de l'aide. Chacun a son propre combat à mener. Maintenant, ça va mieux. Je travaille encore sur moi. J'ai l'impression que c'est un travail de tous les jours. Mais j'ai plein de stratégies pour passer au travers. Je m'écoute davantage. En décembre 2018, je me suis fait hospitaliser pour faiblesse générale. J'ai manqué me prendre une carte d'abonnement pour l'hôpital. J'ai fait plein de tests pour savoir ce qui allait pas. L'hypothèse serait un virus qui a attaqué les parties les plus faibles de mon corps. La neurologue s'est assise avec moi. Et toi, tu rajoutes, moi, je l'étais déjà. Elle m'a dit que si je faisais une pneumonie, il y a des chances que je passe pas au travers. On a parlé de soins de fin de vie. Laissez-moi vous dire qu'à 26 ans, ça frappe. Mais ma qualité de vie vaut mieux que la quantité. Il faut bien une maladie pour mourir. Sur le coup, j'ai pleuré. Beaucoup. Quand je suis sortie de mon hospitalisation, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire le plus rapidement possible. C'était quoi mes rêves? Et qu'est-ce qui me tient à cœur maintenant? L'affaire qui me tenait le plus à cœur,
C'était d'aller voir des aurores boréales en Islande. Alors, je l'ai fait. Être amie avec Audrey, c'est vivre plein de situations cocasses ou bizarres et très malaisantes, peu importe. Fait qu'une fois, j'arrive chez Audrey, puis là, Audrey, elle me dit « Hey, peux-tu aller dans mon locker? Va chercher une boîte, là. La boîte, c'est comme, c'est en haut à droite, là. Tu vas avoir une petite boîte en bois, puis tout ça. » Fait que je suis comme « OK. » Fait que j'y vais, je prends la boîte, je sors la boîte, je regarde Audrey. Là, moi, je tenais son urne dans mes mains. Parce qu'Audrey, elle voulait, parce qu'Audrey prépare tout. Fait qu'Audrey, elle avait une photo, puis elle voulait que je range sa photo dans son urne pour pas que personne la cherche, tu sais, pour qu'elle soit déjà dedans. Fait que moi, j'ai ouvert son urne, puis j'ai mis la photo dedans. Puis je suis allée retourner ranger l'urne. Ça j'avais jamais vécu ça avant. Non. Mais ça nous a bien fait rire au final. Puis, ah oui, c'est une urne spéciale parce que c'est une urne écologique. Donc, ça rejoint les valeurs d'Audrey. Donc, c'est une urne qui va aller dans le sol, puis il y a des graines, puis il y a un arbre qui va pousser. Fait que c'est beau. Oui. J'y ai touché. Concernant la discussion avec le médecin, je suis contente que quelqu'un m'en ait parlé franchement. Et aussi, ça veut pas dire que vu qu'on a parlé que je mourrai plus vite. J'ai aussi signé une feuille qui dit que je veux pas d'intubation ni de réanimation. Ça nous amène à une autre formidable anecdote dans la vie de Delphine et Audrey. Un soir, on va au Bien au Malte pour boire un petit kombucha. Non, c'est pas bon. Puis, on sort de l'auto. Puis là, Audrey, elle me dit « Delphine, je veux juste être sûre. Je t'ai dit, hein, je veux pas être réanimée ni toutes ces affaires-là. » Puis là, je suis comme « Je voulais juste être sûre que tu saches le papier. Si jamais il y a de quoi, faut que tu le donnes aux ambulanciers. Il est dans mon sac, dans la petite poche. » Puis là, moi, je suis comme « Hey, Audrey! » C'est vendredi soir, là. On s'en va au Bien au Malte. On va juste chiller, tout ça. Puis toi, tu me ramènes à ta mort. Puis tu veux être... Tu sais, je suis comme... Oui, Audrey, arrête. Je le sais que ton papier est dans ton sac. Puis oui, je vais... Tu sais, c'est comme... C'est ça. Mais tu veux tellement en être sûr que tu dis... Vaut mieux le préciser. Fait que tout le monde, s'il y a quelque chose, la petite feuille est dans son sac à dos. Mais je sais aussi ça peut bien aller longtemps ou finir demain. Comme tout le monde. C'est ça qu'on dit souvent quand... Tu sais, c'est comme... Bon, moi, ma vision, c'est que... Tu sais, je vivrai pas jusqu'à 70 ans avec Audrey à mes côtés. C'est ça la réalité. On sera pas dans le même foyer. On pourra pas être au foyer ensemble. À jouer aux cartes. Non. Ni à manger de la crème glacée. Bref. Mais l'affaire, c'est que je suis pas plus confrontée à ça qu'Audrey parce que, tu sais, oui, peut-être, tu sais, on sait rien dans le fond. Fait qu'Audrey pourrait autant me perdre que je peux la perdre. Fait que c'est pas une réflexion qui est nécessairement comme pertinente à faire. C'est ça. Faut se ramener à genre, la vie c'est imprévisible, point. Donc, profitons-en. Ma motivation à partager mon histoire est d'inspirer les gens. Je veux laisser ma trace. Je voudrais amener les gens qui attendent sans cesse sur 4 roues ou 2 pannes à comprendre que si vous avez l'opportunité de faire quelque chose qui vous rend heureux, faites-le maintenant. N'attendez pas. Le titre de ma conférence, c'est J'accepte. Alors? J'accepte que ça prend 22 minutes m'habiller. J'accepte. J'accepte ma fatigue permanente. J'accepte. J'accepte de répéter quand quelqu'un ne comprend pas ce que je lui dis. J'accepte. J'accepte que les choses ne soient pas toujours faites comme je le souhaite. J'accepte. J'accepte qui je suis et tout ce que ça comprend.
J'accepte. J'accepte de prendre ce qui passe, même si c'est pas pour longtemps. J'accepte. J'accepte de lâcher prise. J'accepte. J'accepte que manger ou respirer soit rendu un effort pour moi. J'accepte. J'accepte de m'abstenir de parler quand je suis trop fatiguée. J'accepte. J'accepte de dire à la prochaine au personnel de l'hôpital. J'accepte. Merci. Merci. Mon Dieu. On dirait que je suis gênée. Ne le sois pas. Il est intimidant, hein? Il écoute le golf. Ouais. Après ça. Ça, on va le laisser au montage, ok? Tout ce niaisage-là. Non, non. Ça donne d'un coup, hein. Ça, c'est ma vie avec Aubry. C'est dur de se présenter, hein? Moi, j'ai une chose qu'on peut couper. Ça, tu vas avoir du travail. Ouais. Est-ce que tu peux bien? Là, j'ai dit, on n'a pas dit que ton père est l'année. Et moi, je l'ai dit dans l'intestin. Ok, c'est beau. Mon père me lâche mes filles, il n'y a pas du bruit. Alors. Ouais, je suis pas champagne de non. Oh. Coupé. Merci. Belle fille comme toi. Je veux que tout ça arrive. Oh. Le titre de ma conférence, c'est j'accepte. Mais accepter, mais accepter. Bon, Ça fait pas de sens ce que tu viens de dire. Ouais, qu'est-ce que je dis? Le titre de ma conférence, c'est j'accepte. J'arrive jamais à dire. Ben, dis-le. Aujourd'hui, t'es capable. Ouais. Bon. Prends pas ça de même. Ouais. C'est comment ça qu'on parle? Vas-y, vas-y.